Bonjour à tous, merci d'être venus pour un sujet qui était peut-être un peu difficile à organiser. Anesthésie et hygiène, c'est quand même pas tous les jours dont on parle de ça. Et on voulait commencer par les réponses à ce fameux questionnaire que vous avez eu la gentillesse de répondre. Bon, c'est vrai qu'on est plus de 100 inscrits à la SAC, et donc ça fait un beau panel puisque 50% ont eu la gentillesse de répondre. Donc il y a eu 49 réponses à ce questionnaire. Euh, c'est assez bien représentatif puisque l'ensemble des anesthésistes de tout âge s'y retrouvent, avec les assistants d'anesthésie peut-être un peu moins, à 14% de réponses. Les questions étaient celles-ci. Est-ce que je connais le référent infirmier en hygiène hospitalière du bloc opératoire? Eh bien, 45% ont quand même répondu oui. Est-ce que je connais le nom, on demandait juste ça, le nom du médecin hygiéniste ou de l'infirmier hygiéniste de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière? Vous voyez que 60% ont répondu oui. Et j'ai moi-même déjà demander l'intervention d'un hygiéniste. Vous voyez que les gens répondaient à 40%. Alors, estimez-vous pouvoir jouer un rôle dans la prévention des infections du site opératoire? Eh bien, il y en a quand même un sur 49 qui a dit non, pas du tout. On ne joue pas un rôle, mais l'ensemble des personnes ont répondu oui. Ouf. Par contre, en ce qui concerne ce que connaît peut-être un peu mieux l'anesthésiste, à savoir les cathéters qu'il pose, eh bien oui, là on est tous d'accord pour dire qu'on a un rôle à jouer dans la prévention des infections liées aux cathéters. Quand vous êtes confronté à un problème d'hygiène hospitalière, quelles ressources utilisez-vous? C'était les questions. Eh bien, je vais voir dans les procédures d'hygiène sur intranet de mon hôpital, 22%. Je vois avec le référent infirmier du bloc opératoire, 42%. J'appelle moi-même le médecin hygiéniste ou l'infirmier hygiéniste de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, à peu près 45%. Je me débrouille tout seul, je n'ai pas besoin des autres, 28%, ou je ne me sens pas du tout impliqué dans cela. Ça doit être le même en effet, 1 sur 49. Connaissez-vous le ROI du bloc opératoire concernant les recommandations en hygiène hospitalière? Vous savez que nous en avons tous un dans chaque institution. Eh bien, un peu plus de la moitié répondent oui. La solution hydroalcoolique a-t-elle une activité bactéricide? Là, c'est bien connu. Oui. Fongicide, seulement 40%. Bien sûr qu'elle a une activité fongicide aussi. Virucide, 50% ont répondu oui, mais elle a une activité virucide. Sporicide, la solution hydroalcoolique n'a pas d'activité sporicide, on le verra certainement dans les exposés. Faut-il avoir les mains visiblement propres et sèches avant l'utilisation d'une solution hydroalcoolique? Eh bien, ça doit être toujours la même personne qui répond non, bien sûr qu'il faut l'avoir. Le port des gants permet de se passer d'une friction des mains à la solution hydroalcoolique après leur retrait. Eh bien, ça, j'ai été étonné, parce que 85% savent qu'en effet, les gants ne suffisent pas et qu'après le retrait, il faut passer les mains à la friction de solution hydroalcoolique. Donc, ça m'a étonné, mais tant mieux. Avant de placer un cathéter de voie centrale, je me frictionne les mains avec une solution hydroalcoolique. On verra certainement dans l'exposé aussi ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est un lavage chirurgical qu'il faut pratiquer. Et donc, la réponse était 90 secondes. Il faut toujours raser un bras poilu avant de placer un cathéter. Ça aussi, c'est assez bien connu, et tant mieux, puisque bien sûr que non, il ne faut pas raser avant de placer un cathéter. Si maintenant c'est trop important, bien entendu, une tonte peut être faite, mais en première intention, non, on ne rase pas, donc c'est quand même connu à 77%. Oui, pardon. Est-il légitime de postposer une anesthésie pour gastroscopie non urgente chez un patient présentant une démence rapidement progressive durant les 6 derniers mois? Ça, c'est une drôle de question pour un anesthésiste, mais
faut dire que dans ma formation de médecin hygiéniste, eh bien, ça m'a semblé tout à fait utile à connaître, puisque oui, il est légitime de postposer. Vous voyez qu'il y a quand même 60%, soit ils ont tapé la gaille, ils ont bien tapé, soit c'est connu, et on verra certainement dans les exposés aussi le pourquoi des choses. Il est souhaitable de dépister les porteurs sains de MRSA avant une chirurgie digestive. Alors ça, c'est la bouteille à encre, et ce sera certainement expliqué aussi dans les exposés. Pour une chirurgie digestive, ce n'est pas une chirurgie à risque, comme une chirurgie cardiaque ou une chirurgie prothétique, qu'elle soit vasculaire ou orthopédique. Et donc la réponse était non, il n'est pas souhaitable de dépister ces patients-là. Il est recommandé, lors de la douche préopératoire, l'utilisation d'un savon antiseptique. Eh bien, il faut bien sûr un savon, mais il ne faut pas utiliser un savon antiseptique. Alors, c'est vrai que dans certaines institutions, les services d'hygiène le recommandent. Je dirais qu'on peut toujours s'améliorer, mais à la base, ce n'est pas souhaitable. L'anesthésiste desquame en activité un certain nombre de particules. Ça m'a toujours fait un peu rire, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Eh bien, bon, que ce soit l'anesthésiste ou l'être humain, bien entendu, nous sommes tous pareils, mais on desquame 5 millions de particules par minute. Il est inutile en préopératoire de réaliser un prélèvement de contrôle après un traitement de 5 jours au battement nasal chez un patient porteur de MRSA. Eh bien non, bien entendu, il n'est pas inutile, puisqu'il y a des gens qui, malgré la décontamination, malheureusement, gardent ce MRSA. Donc bien sûr, il faut faire des contrôles. Tout ça, évidemment, prolonge l'attente préopératoire, et donc il y a toute une organisation derrière qui doit être mise en place, et l'anesthésiste, je crois, est bien placé pour participer à cette organisation préopératoire. Le port d'une tenue spécifique réservée au bloc opératoire doit être respecté. Alors là, ça c'est aussi la bouteille à encre, c'est les fameux anesthésistes ou chirurgiens qui sortent du bloc opératoire à l'envers. On en voit partout dans les institutions du royaume. Eh bien oui, l'hygiène dit qu'il faut rester au bloc opératoire et il faut utiliser les vestiaires et donc se changer quand on sort du bloc opératoire. Est-ce qu'on a démontré dans la littérature que ça permettait de prévenir les infections du site opératoire? Non, on n'a pas réussi à le démontrer tellement c'est complexe, mais cela permet de conscientiser à l'hygiène hospitalière les acteurs du bloc opératoire en contact avec des patients fragilisés à risque d'infection. Et donc la réponse, elle devait être oui, mais vous voyez qu'il y a 50% de part et d'autre. La fréquence de changement du masque dit chirurgical, alors non, elle n'est pas de toutes les 6 heures, c'est selon les recommandations de la firme, et généralement c'est aux alentours de 3 heures, et si il y avait 2 réponses positives, si le masque est mouillé, bien entendu, il faut le changer. En termes d'exigence aérolique dans une salle d'opération, le renouvellement d'air, ça il fallait le savoir, c'est entre 15 à 20 heures, on le verra aussi plus tard. Dans la zone semi-critique du bloc opératoire, là, ça semble bien connu puisque 2/3 répondent positivement, le port du masque n'est pas obligatoire dans cette zone. Dans une salle d'opération équipée d'un flux laminaire, ce fameux flux laminaire que les orthopédistes réclament toujours à corps et à cri, le nombre de personnes présentes n'a pas d'impact important sur la qualité de l'air. Alors, on verra ça aussi par après, mais dans ces salles équipées d'un flux laminaire, eh bien, c'est moins important de s'occuper du nombre de personnes que dans une salle qui n'est pas équipée de flux laminaire, on le verra aussi. Un filtre patient antibactérien et humidificateur, les deux, doit être placé entre le tube endotraquéal et la pièce en Y en toutes circonstances. Eh bien, c'est faux, puisque un antibactérien suffit amplement pour des interventions en dessous de 2 heures, puisqu'on a de la chaux sodée qui parvient à humidifier suffisamment. Au-delà de 2 heures, il faut toujours rajouter un humidificateur. Un cathéter de voie centrale placé depuis plus de 15 jours
chez un patient présentant une hyperthermie doit être remplacé systématiquement? Eh bien, la réponse est non. Il n'y a aucune systématique à avoir. On le verra aussi certainement dans les exposés. Un cathéter de voie centrale présentant un point de ponction rouge chez un patient hyperthermique et hémodynamiquement instable doit être remplacé systématiquement? Bien sûr que oui. Connaissez-vous l'intérêt du délai différentiel de positivité des deux hémocultures? Et vous verrez, ça c'est mon petit dada et j'en parlerai tantôt. Les gens ne le connaissent pas et tant mieux, vous apprendrez des choses. Le tube endotrachéal muni d'un ballonnet de forme tronçonnique par rapport à celui de forme cylindrique a permis de diminuer la colonisation trachéale. La littérature va dans les deux sens et actuellement on ne sait pas répondre à cette question. Le contrôle d'une normothermie péropératoire permet de diminuer les risques de troubles de l'hémostase. Ça, c'est très bien connu par l'ensemble des anesthésistes. L'antibioprophylaxie péropératoire doit être réalisée au plus tard lors de l'incision. Eh bien, au moment de l'incision, c'est trop tard. Le minimum, c'est au moins 15 minutes avant. L'organisation pour le faire n'est pas toujours aisée, surtout dans des interventions qui sont extrêmement rapides où il y a un turnover très important. Voilà, merci.